Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle session du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. Fin de la réunion du groupe d'experts de la CEA sur les implications du potentiel élargissement de la CEDEAO et la zone de libre-échange continentale africaine. L'économie nigériane est la plus vulnérable au terrorisme. C'est ce qui ressort d'un rapport de la société Lloyds. Enfin, Abidjan va honorer ce 28 juin ses engagements dans le cadre du Soukouk État de Côte d'Ivoire 5,75% 2015-2020. La ville de Cotonou, capitale économique du Bénin, abrite depuis ce matin la 21e session du comité intergouvernemental d'experts de l'Afrique de l'Ouest, organisé par le Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Cette 21e session fut précédée par une réunion ad hoc du groupe d'experts. Cette réunion était placée sous le thème « Les implications du potentiel élargissement de la CEDEAO et la zone de libre-échange continentale africaine ». Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Élément de réponse avec le directeur de la CEA pour l'Afrique de l'Ouest. Sur le premier point qui est celui de l'adhésion potentielle du Maroc, de la Tunisie à la CEDEAO, les analyses et les discussions qui ont eu lieu au cours des 2 jours ont conclu que les aspects dont nous avons discuté, qui sont les aspects commerciaux, ne sont qu'une partie de l'ensemble des sujets que doivent considérer les chefs d'État pour pouvoir dire s'ils infirment ou ils confirment la venue du Maroc à la CEDEAO. En effet, en plus des questions tarifaires, en plus des questions de commerce de façon générale, il y a des questions politiques, il y a des questions juridiques, il y a des questions sécuritaires, il y a des questions reliées à la libre circulation des personnes qui doivent être réglées. Donc, ce dont nous avons discuté ici en détail sur les questions commerciales, qui peut perdre, qui peut gagner selon les modèles, ne sont qu'une partie. Donc, ça va être versé à l'ensemble du dossier qui va être considéré par les chefs d'État. Voilà sur le premier point. Et le deuxième qui constitue la question de la zone de libre-échange continentale, en principe, il a été retenu que les pays qui n'ont pas encore signé, nous avons 44 qui l'ont fait, ce n'est pas qu'ils ne sont pas d'accord ou qu'ils ne sont pas intéressés par notre marche vers la communauté économique africaine. C'est que ces pays prennent le temps de discuter, de peser les pour et les contre. Et les discussions que nous avons eues aujourd'hui sur les tarifs, sur la libre circulation des personnes et autres, ce sont des questions qui vont informer la décision de ces pays-là de venir signer la zone de libre-échange continentale. Intéressons-nous maintenant aux résultats d'une étude menée par la société Lloyds sur la vulnérabilité des économies du monde au terrorisme. Dénommée 2018 City Risk Index, cette étude révèle que l'économie nigérienne, par exemple, est la plus vulnérable sur le continent africain. L'économie nigériane est la plus exposée au risque du terrorisme en Afrique. C'est ce qui ressort du rapport intitulé 2018 City Risk Index, diligenté par la société Lloyds. Ce rapport indique que l'économie nigériane pourrait perdre près de 437 millions de dollars par an en matière de produit intérieur brut à cause des risques liés au terrorisme. Cette estimation classe le Nigeria au 3e rang des économies les plus exposées au terrorisme dans le monde, juste derrière l'Irak et la Turquie. Sur le continent africain, Abuja tient le haut du pavé juste devant le Caire, avec qui il fait partie du top 10 mondial. Les pertes du terrorisme au Nigeria se manifestent surtout au niveau des infrastructures, mais elles affectent aussi la confiance des investisseurs. De plus, la faible résilience de l'économie nigériane augmente considérablement le risque de son exposition aux actions terroristes menées principalement par la secte Boko Haram.
Le 2018 System Risk Index soutient par ailleurs que le risque de vulnérabilité pourrait être de plus en plus important au vu de la tendance ascendante de la courbe du PIB des pays africains. Cette année, en effet, le Nigeria pourrait atteindre une croissance économique de 2,1% en hausse par rapport à 2017. D'autant que, pour effectuer son classement, la société Lloyds se base sur 279 villes, dont entre autres Lagos au Nigeria, représentant les moteurs de la croissance économique et analyse la vulnérabilité par rapport à environ 22 menaces naturelles ou artificielles. Demain jeudi, la Côte d'Ivoire va débourser un montant global net d'impôts de 17,6 milliards de francs CFA, ceci pour payer la marge semestrielle et rembourser partiellement son emprunt islamique dénommé Soukouk État de Côte d'Ivoire 5,75% 2015-2020. L'opération sera pilotée entre autres par la société de gestion et d'intermédiation CGF Bourse. Plus de précision dans ce reportage signé Joël Yetondi que nous retrouvons. 17,6 milliards de francs CFA, c'est la somme que la Côte d'Ivoire entend décaisser ce 28 juin pour payer aux ayants droit la marge semestrielle et rembourser partiellement son emprunt islamique dénommé Soukouk État de Côte d'Ivoire 5,75% 2015-2020. Au total, 2,616 milliards de francs CFA seront consacrés au paiement de la marge semestrielle, tandis que 15 milliards de francs CFA seront alloués au remboursement du capital. Levé sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA entre le 20 novembre et le 21 décembre 2015, le président Soukouk visait la mobilisation d'une enveloppe de 150 milliards de francs CFA, soit environ 260,86 millions de dollars, adossés à des actifs compatibles avec les principes de la finance islamique pour le financement de certains projets de développement économique et social du pays. L'emprunt prévoyait que l'émetteur, en l'occurrence l'État ivoirien, verse aux souscripteurs une marge de profit annuelle de 5,75% payable semestriellement avec une date de jouissance fixée au 28 décembre 2015. L'opération avait été effectuée en collaboration avec la Société islamique pour le développement du secteur privé en sa qualité d'arrangeur principal. Destination de l'économie, le Mali, et c'est pour nous intéresser aux questions énergétiques dans ce pays. C'est avec notre chroniqueur Casimir Kouédia que nous retrouvons juste après une petite pause. Casimir Kouédia, bienvenue dans le journal de l'économie. Merci, bonjour Inès. Alors, comment un grand pays sahélien comme le Mali arrive-t-il à appréhender la question de production et distribution d'énergie électrique ? Merci Inès, vous l'avez tout trouvé. Un pays comme le Mali, un pays sahélien, a d'énormes difficultés aujourd'hui pour pouvoir donc s'approvisionner et fournir de l'énergie électrique à sa population et aussi aux petites et moyennes entreprises et industries, voire même les grandes entreprises, pour la simple raison que aujourd'hui le Mali a d'énormes difficultés pour produire donc de l'énergie. Et donc la seule alternative qui jusqu'à aujourd'hui permet donc au pays de faire face à sa dépendance énergétique, c'est le bon voisinage avec des pays comme le Sénégal, le bon voisinage aussi avec des pays comme la Mauritanie qui, à travers donc des partenariats de plusieurs années, arrivent donc à bénéficier de quelques kilowatts-heure pour pouvoir donc fournir en termes d'énergie sa population et aussi alimenter les grandes villes comme Bamako, Gao, Tombouctou et autres. Et donc, la capacité de production de l'énergie aujourd'hui au niveau du pays est véritablement faible au regard donc du coût élevé de plus en plus donc du pétrole, enfin des dérivés du pétrole, notamment le gasoil ou le fioul, qui aujourd'hui ne permet plus l'accès à la production énergétique au niveau des centrales thermiques. Et donc le Mali a d'énormes difficultés pour faire face donc à la question de fourniture et de distribution de l'énergie sur l'ensemble du territoire. Face à cette situation, le gouvernement a certainement trouvé des mesures pour véritablement juguler cette crise qui empiète sur le rendement économique du pays. Quelle solution exactement? La solution, c'est les énergies renouvelables. Il faut déjà le dire qu'aujourd'hui, le Mali, fort donc de sa superficie et surtout de cet atout
que, enfin, de ce facteur que certains observateurs appellent atout, c'est les 1,24 million de kilomètres carrés de superficie qui, pour les 2/3, ne disposent donc pas de facteurs de production agricole. Et donc, ce n'est que du désert. Aujourd'hui, les observateurs estiment que c'est un atout formidable pour la production de l'énergie renouvelable, notamment l'énergie solaire. Et donc, aujourd'hui, au regard de l'évaluation de ce potentiel, le Mali est capable de fournir en énergie non seulement sa population, mais toute l'Afrique de l'Ouest, voire tout le continent africain, car le potentiel a été évalué à environ 7440 TWh en termes de fourniture d'énergie par jour. Et donc, aujourd'hui, le Mali peut fournir l'électricité à sa population, aux PME, mais aussi à toute la région, voire le continent africain. Donc, c'est une solution. Maintenant, est-ce que le pays dispose des moyens efficaces? C'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qui est fait exactement pour profiter de ce potentiel? Rien n'est pratiquement fait si ce n'est pas des mésoprojets en ce moment qui se développent au niveau donc de certaines localités du pays, si ce n'est également pas des partenaires qui donc fournissent quelques appareils, quelques donc outils pouvant permettre donc de disposer de cette énergie, sinon que les grands projets pouvant permettre aujourd'hui au Mali de pouvoir produire de l'énergie électrique à base du solaire sont rares, car le financement, il est lourd, il est un peu trop, et le taux d'endettement du pays, les difficultés liées aux autres secteurs et aussi les priorités du gouvernement ne lui permettent donc pas de s'engager dans une aventure comme celle, par exemple, du Maroc avec Ouarzazate, où aujourd'hui, nous avons une forte production de l'énergie à base du solaire. Le Mali n'arrive donc pas à séduire les partenaires techniques et financiers, car il faudra donc garantir la souveraineté étatique pour véritablement disposer des milliers de milliards pour pouvoir développer ce potentiel-là. Finalement, quel est l'avenir du secteur énergétique au Mali? Il serait difficile de dire que le Mali a d'énormes problèmes, a peut-être un avenir un peu radieux ou sombre dans le secteur, car aujourd'hui, le Mali a des difficultés pour séduire les investisseurs, mais le potentiel est là et le Mali pourra, d'ici à là, au regard donc de certains partenaires, surtout ceux du Moyen-Orient, qui de plus en plus tendent la main au potentiel économique du pays, on pourrait espérer un jour que véritablement le gouvernement puisse séduire ses partenaires afin que véritablement il puisse asseoir une politique cohérente en termes de production d'énergie électrique. De toutes les façons, les études sont là et aujourd'hui, le Mali sait qu'il a un potentiel à vendre à toute une communauté, l'Afrique, et donc d'ici à là, on verra certainement des gouvernants qui vont prendre sur eux le risque d'aller vers les investisseurs pour véritablement développer ce potentiel-là. Merci beaucoup, Casimir Pouidior. Merci pour toutes ces explications. On va se dire à lundi prochain et bon week-end. À vous aussi. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro de votre journal de l'économie. Retrouvez toute l'équipe dès lundi prochain à la même heure.